Éric Tessier est agrégé d'histoire, licencié en histoire de l'art et l'archéologie, diplômé en sciences politiques et docteur en histoire moderne. Depuis 2003, il est maître de conférences en histoire à l'Université de Nîmes et il dirige la licence professionnelle Médiation du patrimoine historique et archéologique, formation qui prépare à la mise en valeur touristique et événementielle du patrimoine historique et architectural. Comme si cela ne suffisait pas, il est très impliqué dans le domaine de l'archéologie expérimentale et dans le domaine de la recherche historique de l'époque antique. C'est à ce titre qu'il réalise différents spectacles historiques, dont notamment un fameux à Los Angeles en 2012. Il a animé un spectacle Spartacus and the Roman Legion. En anglais dans le texte. Depuis 2010, il est conseiller historique, scénariste et co-organisateur des Grands Jours romains. Alors je ne suis pas là pour faire la publicité pour les Grands Jours romains, c'est une manifestation exceptionnelle. Je vous invite vivement d'y aller, d'autant plus que cette année, à moins que je me trompe, c'est sur 3 jours. 3 jours, c'est fin avril, début mai. Depuis 2014, il anime une émission quotidienne, La Minute Romaine, sur France Bleu Gare Lozère. Avec toutes ses multiples occupations et fonctions, il arrive quand même à trouver du temps de libre pour écrire des livres. Parmi tout ceci, je ne citerai que Nîmes la Romaine, Spartacus, Pompée, Les secrets de la Rome antique et son dernier, Arles la Romaine. Comme vous pouvez le constater, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de notre conférence l'un des plus grands spécialistes au monde de la romanité. Avant de passer la parole à Éric, 2 observations. La première qui concerne Éric Tessier, on a de la chance de l'avoir parce qu'Éric Tessier, il n'est pas seulement passionné de romanité, il est également passionné de Napoléon. Et le 2 décembre, il était à Austerlitz, pour ceux qui ne le savent pas, Austerlitz c'était en République tchèque, et c'est à 1600 km de Paris, et donc il a participé à la reconstitution de la fameuse bataille de Napoléon. Voilà. Étant donné que la conférence de ce soir est bien entendu basée sur la culture, juste deux observations importantes. La première, c'est que sachez que la France, dans le monde de la culture, pèse plus lourd que l'industrie automobile. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est extrêmement important. D'accord ? Et également que les industries culturelles sont un vivier en termes de création et de richesse et d'emploi, et en plus de ça, elles sont non délocalisables. Éric tient la parole pendant 1 heure, et ensuite il y aura 1/2 heure de débat avec le public. Bien, bonsoir, merci donc de m'accueillir. Comme Régis l'a dit, j'ai publié donc 2 ouvrages sur la romanité, on va dire, dans la région. Donc le premier c'était Nîmes la Romaine il y a 2 ans. Ce livre a été très rapidement épuisé, ce qui montre que les Nîmois et les Gardois et au-delà sont attachés à leur patrimoine romain. Et ça m'a donné l'envie de faire dans la même collection, dans le même esprit, c'est-à-dire un livre assez global, un livre d'historien, j'insiste là-dessus. J'ai fait de l'archéologie, mais je suis avant tout historien. Une vision de Nîmes comme d'Arles sur le long terme, c'est-à-dire sur 1000 ans, avec au milieu justement l'Arles et la Nîmes romaine. Mais pour comprendre d'où ces cités viennent et où elles vont ensuite. Alors, recommençons au début de l'histoire. Le début de l'histoire, on peut le faire commencer il y a 26 siècles, 26 ou 27 siècles. À cette époque-là, le littoral n'est pas exactement le même que le nôtre. Donc le littoral actuel, ce sont les pointillés que vous voyez. Et donc la mer, par les étangs, sont assez proches de ce qui deviendra un jour Nîmes. Il y a aussi ce fleuve, le Rhône, avec ce delta, dont le nombre d'embouchures varie suivant les auteurs, suivant les siècles. On a jusqu'à 5 embouchures à un moment donné. Et donc ce delta, ça permet de rentrer à l'intérieur de la Gaule et grâce au Rhône de remonter très loin vers le nord et de pouvoir faire des échanges grâce à cela. Vous avez aussi en rouge ce qui deviendra la voie domitienne et qui est déjà bien longtemps avant les Romains la voie héracléenne, donc un axe de communication est-ouest, comme le Rhône est un axe de communication nord-sud. Vous voyez que ces 2 villes sont intéressantes puisqu'elles sont toutes les 2 justement bien pourvues par la géographie sur le plan, on va dire, géostratégique et commercial.
Alors, dans cette région, qui deviendra un jour la Gaule narbonnaise, il y a, à une date qui n'est pas vraiment très fixée, on peut dire le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a donc des populations celtes qui viennent donc du nord et qui vont s'installer, qui deviendront donc les différents peuples gaulois de la région. Pour ce qui nous concerne, pour Nîmes, ce sont les Volques arécomiques, donc une tribu gauloise, un peuple gaulois parmi beaucoup d'autres. Entre parenthèses, gaulois, ça n'existe pas. Un Gaulois dira jamais je suis Gaulois, il dira je suis Volque, je suis Arverne, je suis Picte, je suis Vélave, etc. Et donc ce sont des peuples qui sont divisés, qui se combattent souvent, mais qui ont aussi des influences, surtout ces Gaulois de la Méditerranée, qui ont des influences, qui bénéficient d'influences extérieures méditerranéennes. C'est les Étrusques, notamment, qui arrivent les premiers sans doute, mais c'est aussi assez vite les Grecs. Les Grecs, donc, qui vont commencer assez tôt à faire du commerce sur le littoral, qu'on a vu, et ces Grecs, donc, qui vont s'installer à Marseille, durablement, en 600 avant Jésus-Christ. C'est la date de fondation de Marseille, c'est la plus vieille cité, donc, de France. Et donc, Marseille va avoir une influence à la fois sur Nîmes et sur Arles. On verra que cette influence sera, en fait, différente. Les Grecs vont amener beaucoup, finalement, la région, que ce soit pour les Nîmois ou les Arlésiens. Ils vont amener le vin. Le vin, donc, c'est les Étrusques aussi, ils l'avaient déjà amené. Ils en amènent des quantités de plus en plus importantes dans des amphores. Ces amphores, ça permet de suivre, justement, ces trafics commerciaux. On voit là une amphore Massaliote, donc de Marseille. Ils amènent aussi l'écriture, et Nîmes va être influencée par cette culture grecque, puisqu'on a à Nîmes la plus grande collection d'inscriptions en gallo-grec, c'est-à-dire c'est du gaulois, mais qui utilise les caractères grecs de l'alphabet. Et puis surtout, les Grecs, les Marseillais vont apporter la monnaie. Ils l'amènent assez tôt. Donc on a là donc, des monnaies donc, marseillaises. On en a une à gauche qui est très très ancienne, qui est, je pense, une des plus anciennes monnaies qui est circulée dans le Gard. Elle a été trouvée dans le Gard. L'autre est plus classique. Mais ces monnaies-là, vous voyez, c'est des toutes petites monnaies d'argent, c'est des litrins ou c'est des oboles, c'est pour la droite. C'est plus petit qu'une pièce de 1 centime d'euro. Donc vous voyez un peu ce genre de pièces qu'on n'utilise jamais, tellement on les perd tout de suite. Donc ça montre vraiment que des pièces toutes petites, mais qui étaient utilisées souvent donc, en grand nombre. C'était utilisé souvent pour thésauriser, pour accumuler donc, une certaine somme d'argent, et aussi évidemment pour faire du commerce. Donc les Nîmois et les Arlésiens donc, vont être influencés des deux côtés par les Grecs, mais de manière un peu différente. Arles, ce qui va faire la ville d'Arles, très clairement, c'est le Rhône. Arles est né du Rhône, c'est une fondation grecque, on peut imaginer, donc peu après la fondation de Marseille, on est peut-être vers 540 par là, 550, eh bien des Grecs qui vont sur de petits bateaux, vont remonter donc le Rhône, ils ont peut-être 10 ou 20 amphores dans le bateau, mais ça suffira pour faire des échanges très intéressants. À l'époque, on échange un esclave pour une amphore, donc c'est vraiment un jackpot pour les Grecs ou les Étrusques qui viennent faire du commerce ici. Et donc, ils remontent le Rhône. Ils ont eu de la difficulté, parce que là, on voit le Rhône tel qu'il est donc quand on est à Arles, quand on arrive à Arles. C'est un peu ce qu'ils ont dû voir, c'est-à-dire un fleuve assez large, avec des arbres des deux côtés. Et ils ont remonté tout le delta. Le delta, c'est un endroit assez difficile pour la navigation, parce que ça bouge tout le temps, il y a des bandes de sable un peu partout. Et là, en arrivant à cet endroit-là, ils voient une colline. Ils voient une colline, et c'est finalement le premier caillou qui est posé finalement à la tête du delta du Rhône, un endroit qui est stable, qui n'a pas bougé. La preuve, c'est qu'on trouve toujours au pied de cette colline d'Arles des amphores qui datent de cette époque-là, qui ont 25 siècles d'âge. Et donc, ils ont dit, c'est là qu'on va fonder un comptoir, un lieu d'échange, un lieu de relâche pour les bateaux, où on va en construire, on va en réparer pour les bateaux qui descendent et qui vont vers la mer, ou les bateaux qui viennent de la mer et qui remontent. Et c'est comme ça qu'est né Téline, ou Téliné. Téliné, c'est le premier nom d'Arles, ça deviendra ensuite Arélaté. Téliné, c'est la nourricière, donc c'est vraiment donc, un nom grec, et qui va donc montrer donc, le début d'un comptoir grec directement dépendant de Marseille. Plusieurs théories là-dessus, il faut comprendre qu'on a très très peu
de renseignements historiques sur cette période-là. Donc on a quelques mentions chez les auteurs, on a quelques éléments archéologiques, mais on peut vraiment, sans risque de se tromper, dire que c'est vraiment une fondation grecque. Alors pour l'illustrer, j'ai mis cette petite céramique, ce fragment de céramique du VIe siècle, qui montre donc le côté très, très précoce de la présence grecque à Arles. Du côté nîmois, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Si Arles est né du fleuve, Nîmes est né de sa source. Une source qui est une source, les jardins de la Fontaine, c'est toujours la même, mais à cette époque-là, c'était une source sacrée, une source du peuple des Volques arécomiques, qui était certainement même une source plus ancienne, qui était déjà vénérée du temps des populations de l'âge du bronze, avant les Gaulois. Et donc on va retrouver autour de cette source pas mal de témoignages, pas mal d'ex-voto, qui datent de l'époque gauloise. Et c'est quand même un élément important du destin de Nîmes. On pourrait dire que Arles, c'est Arles la commerçante, la commerciale, et Nîmes, c'est la sacrée, c'est la religieuse. C'est un lieu de culte. Ça peut même être, je pense, comparé une sorte de Lourdes de l'Antiquité, avec dès l'époque gauloise beaucoup de pèlerins qui viennent, qui apportent donc des offrandes, et qui font que cette ville donc va se développer. Elle a aussi un autre avantage, elle est pile poil sur la voie domitienne, c'est-à-dire que ce qui deviendra la qui existe déjà pour son tracé, traverse donc la ville de Nîmes et fait justement un coude pour aller jusqu'à la source et repartir ensuite sur Beaucaire. Donc deux villes proches, deux destins différents. Arles va être finalement assez discrète, on a très peu de renseignements sur l'histoire très ancienne d'Arles. Par exemple, il n'y a pas de monnaie arlésienne. Et ça, c'est un élément important pour bien comprendre que finalement, Arles devait être dans la dépendance de Marseille et être resté. Pourquoi? Parce que dans d'autres cités, même plus petites, comme Glanum par exemple, bien, les gens de Glanum ont frappé leur propre monnaie, et alors que Arles, ça n'existe pas. Pour ce qui est de Nîmes, là par contre, on a beaucoup de monnaies, des monnaies qui sont au début frappées avec des inscriptions grecques, Namazat, Namazatoi, donc avec ce sanglier. Donc on a vraiment cette idée d'à la fois d'une ville qui est gauloise par le sanglier et qui est grecque par les inscriptions qui sont les lettres qui sont mises dessus. C'est une imitation d'un bronze de Marseille. On a juste changé le taureau marseillais par un sanglier qui fait plus gaulois sans doute. Et donc on a aussi de nombreuses frappes de monnaie nîmoises. Alors soit au nom de arécomique, Volk arécomique, celui qui est en droite, ou Nem, Nemosus. Donc on a ces monnaies qui là sont frappées en latin, et qui marque aussi donc l'identité, on va dire, volque et nîmoise de cette région-là. Donc on a deux destins différents, une capitale religieuse d'un peuple gaulois d'un côté, un comptoir grec de Marseille de l'autre. Voilà. Je pars en sens. Voilà, et puis donc finalement arrivent les Romains. Les Romains arrivent donc dans le sud de la Gaule. C'est, comme je dis, c'est pas Cortés qui débarque chez les Aztèques. C'est-à-dire que c'est pas deux mondes qui ne se découvrent, qui ne se connaîtraient pas du tout. Ils se connaissent très bien, les Gaulois et les Romains. Ils se connaissent depuis longtemps, depuis le sac de Rome par les Gaulois déjà. Il y avait un petit contentieux entre les deux. Mais autrement, c'est surtout du commerce qui lie donc ce monde celtique. Celtique, keltoi, c'est un mot grec. Gallii, gaulois, c'est un mot latin, mais ça représente à peu près la même chose, cette grande civilisation celtique qui couvre l'ensemble de la Gaule et qui va même bien au-delà. Et quand les Romains sont amenés à venir en Gaule du Sud, ils sont en pays un peu de connaissance, puisqu'ils font du commerce depuis longtemps, depuis au moins le IIIe siècle, ils font du commerce. Hannibal est passé par là. Hannibal, donc le grand adversaire de Rome, est passé par là, et une partie des Nîmois ont tenté de s'opposer au passage d'Hannibal, donc ça fait déjà un lien avec les Gaulois de Nîmes, plutôt donc un lien favorable à Rome. Quant à Arela, c'est toujours donc un satellite de Marseille, Marseille qui est une alliée de Rome. Donc on peut dire que dans cette Gaule du Sud, les Romains, lorsqu'ils arrivent, ils viennent pour faire du commerce, ils n'ont pas vraiment d'adversaires, et ils vont petit à petit s'y installer, on va dire militairement. Pourquoi? Parce que d'autres peuples leur sont hostiles, les Saliens, qui sont d'abord surtout hostiles aux Marseillais, et les Romains vont combattre les Saliens au service des Marseillais, puis ce sera les Allobroges, un peu plus au nord. Mais dans ce contexte régional, on a l'impression que les Volques arécomiques sont plutôt du côté romain. En tout cas, rien n'atteste qu'il y ait eu une résistance arécomique contre les Romains, bien au contraire. Donc les Romains s'installent.
la première chose qu'ils vont faire, c'est non pas de créer la voie domitienne, toujours ce long ruban rouge, mais ils vont, on va dire, moderniser, si on peut le dire, romaniser la voie héracléenne. Domitius, donc c'est le consul qui va faire ce travail-là, qui va installer donc des bornes milliaires, les 1000 romains, donc c'est une sorte de borne kilométrique. Et on voit aussi dans cette période-là, on est au IIe siècle avant Jésus-Christ, on voit que la monnaie qui devient de plus en plus la monnaie de référence, c'est plus les oboles de Marseille, ce sont les deniers romains en argent. Donc on voit qu'il y a une influence économique, culturelle, militaire, politique finalement petit à petit qui se met en place. C'est pas une invasion brutale, c'est pas la même chose que la guerre des Gaules à l'époque de Jules César, c'est vraiment une pénétration progressive. Par exemple, pendant très longtemps, il y a une seule colonie dans le sud de la Gaule, c'est Narbonne, en 118 avant Jésus-Christ. Il faudra attendre 70 ans ou 75 ans de plus pour en voir fonder une autre. Donc c'est vraiment une présence qui est relativement lâche et qui s'appuie surtout sur deux faits. C'est que la plupart des peuples gaulois du sud de la Gaule sont plutôt favorables aux Romains, et que la puissance, on va dire, économique de la Gaule du Sud, c'est toujours Marseille, et Marseille, c'est la vieille alliée des Romains. Donc jusque-là, finalement, tout va bien. Alors, les Volsques arécomiques vont être même les alliés de César pendant la guerre des Gaules, lorsque César donc, va conquérir le nord de la Gaule. Là aussi, il faut revoir les vieux schémas de dire les Gaulois sont des résistent à l'invasion des Romains. Hein. Pour les Volsques, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, on pourrait dire que c'est des collabos, mais ça ne veut rien dire collabos à l'époque, puisqu'il n'y a pas de nation gauloise. Donc, ça veut dire simplement que s'ils ont à choisir entre, d'un côté, les Romains, avec qui ils font du commerce et avec qui ils sont alliés militairement depuis 1 ou 2 siècles, et les Arvernes, qui sont des Gaulois du Nord, qui n'ont pas du tout la même mentalité qu'eux, qui n'ont pas du tout le même point de vue finalement par rapport aux choses, qui sont vraiment de purs Celtes, on va dire, tandis que les Gaulois d'ici sont déjà gallo-grecs et déjà un petit peu gallo-romains. Pour les Volsques arécomiques, c'est très clair. Eux, leur mode de vie, il est déjà tourné depuis très longtemps vers le mode de vie méditerranéen. On le voit dans les tombes, par exemple, cette tombe, elle a été trouvée à Nîmes, enfin ce matériel a été trouvé à Nîmes. On trouve de tout, mais on ne trouve pas grand-chose de gaulois là-dedans. C'est-à-dire que les amphores sont italiennes, le vin donc est romain, les deux vases en bronze viennent d'Italie centrale, les assiettes sont grecques et viennent d'Italie du sud. Donc on est vers 100 avant Jésus-Christ, on voit que les Gaulois d'ici, donc ils n'ont plus grand-chose de leur gaulois, enfin si, ils sont gaulois, ils doivent sans doute parler toujours une langue celtique, mais ils sont très différents des Belges ou des Arvernes contre lesquels César va combattre. Donc ils sont du côté de César. César dans la guerre des Gaules le dit, lorsque les Arvernes attaquent la Gaule du Sud, les Nîmois, les Volsques arécomiques résistent en attendant l'arrivée des renforts et de César. On est en 52. Et donc, du coup, ça va renforcer cette alliance entre les Gaulois d'ici, les Gaulois de Nîmes, et les Romains. Par contre, Marseille, dans la même époque, va faire plutôt une erreur. L'erreur, c'est que jusque-là, depuis 5 siècles et demi, les Marseillais ont toujours été les alliés de Rome. C'est la vieille alliée. Ils se sont jamais manqués, on peut dire. Ils ont toujours été là, notamment pendant les guerres contre les Carthaginois. Et en 49, les Marseillais ont un gros problème, c'est que les Romains se font la guerre entre eux. Il y a le conflit entre Pompée et César, donc 2 monstres de l'histoire romaine. Et les Marseillais, c'est un peu à pile ou face, mais ils sont tombés sur le mauvais cheval. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt été du côté de Pompée. César a fait un siège devant Marseille, dans le contexte de la guerre civile entre Romains, on est en 49, et César donc va construire 12 galères de combat dans les chantiers navals d'Arles, qui à l'époque s'appelle Arelate déjà. Donc on a tiré de cette simple mention César a fait 12 galères à Arles, de dire les Arlésiens sont alliés de César. Bon, moi je reviens un peu sur cette vieille théorie parce que c'est vrai que César ne dit rien de tel. Il dit qu'il a utilisé des chantiers navals, d'accord, très bien, mais c'est pas la première fois qu'il fabrique des navires de combat pendant ses campagnes, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des charpentiers de marine d'Arles. Il dit aussi que ces galères qui vont être construites là ont été faites avec du bois vert
et que ces galères du coup sont trop lourdes et sont assez peu manœuvrières face aux galères marseillaises. Ça n'a pas empêché les galères romains de gagner. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que dans ces fameux chantiers d'Arles, il n'y avait pas suffisamment de bois pour faire les 12 galères. On a dû couper rapidement du bois qui n'était pas franchement adapté. C'est logique, parce que ces chantiers d'Arles sont faits pour faire des chalands fluviaux, pas des galères de combat. C'est beaucoup plus gros une galère de combat. Donc cette théorie qui repose sur cette soi-disant alliance entre Arles et les Romains, je pense qu'elle ne tient pas du tout. Quoi qu'il en soit, Marseille tombe, capitule en 49. César va lui faire un sort plutôt clément, Gathalie ne sera pas mise à sac. Il se contentera de détruire l'enceinte et de prendre le trésor. Et surtout, César va récupérer le territoire des Marseillais. Quand on dit il prend le territoire, je dis plutôt il récupère, c'est-à-dire Rome a donné, Rome a repris, c'est-à-dire que ce territoire des Marseillais, c'est Rome qui l'avait en fait constitué au fil de ses expéditions. Et donc, avec ce territoire qui va être pris aux Marseillais, Marseille va être réduite à très peu de choses, eh bien, on va constituer de nouvelles cités qui sera une colonie romaine, et cette colonie romaine, ça sera Arles. Arelat Paterna, donc c'est Arelat Sexanorum, ça veut dire que cette ville a été donc créée sous César, on le sait par les textes, et qu'elle va être colonisée par des vétérans de la 6e Légion. Sexanorum, ça veut dire ceux de la 6e. Donc les vétérans de César, de cette légion-là, vont être installés à Arles et sur le territoire qui aura été constitué autour de Arles. Tandis que les Gaulois de Nîmes vont avoir donc un autre sort. Donc on va avoir, c'est déjà fait sous César, mais César se fait assassiner, c'est son fils qui va entériner tout ça. Il va y avoir donc la création d'une nouvelle province. Bon, il y avait déjà une province romaine à cet endroit-là, on l'appelait la Gaule transalpine, ça devient la Gaule narbonnaise sous Auguste, et les deux villes vont avoir, donc les deux cités de Nîmes et d'Arles, vont avoir un statut qui est favorable. On voit que ces deux grands territoires, ça c'est le territoire de Nîmes, ça c'est le territoire d'Arles qui est tout en longueur, qui va presque jusqu'à Fréjus, qui va jusqu'au Var. Donc ces deux grandes cités, ces deux grands territoires de la Gaule narbonnaise vont avoir deux statuts favorables, mais deux statuts différents. Alors pourquoi elles sont différentes? Justement parce que leur histoire est différente, c'est ça qui est intéressant. C'est que Arles va être une cité de droit romain, comme je l'ai dit. Droit romain, ça veut dire que le territoire est considéré comme un bout de Rome. On a fait une transposition de population, on appelle ça une déduction. On prend donc un lot, si on peut dire, de citoyens romains, en l'occurrence ce sont des vétérans de la 6e Légion. On les installe donc à Arles et dans son territoire. On fait un peu pousser les autochtones, en leur disant, bon, vous êtes gentils, mais allez vous installer dans les terres les moins bonnes. Et donc on installe donc les vétérans là. Ce qui là aussi me fait dire que Arles n'était pas considéré comme une alliée de Rome, puisque une colonie de droit romain, c'est bien pour ceux qui en bénéficient, c'est pas vraiment un cadeau pour ceux chez qui donc on va s'installer. Par contre, Nîmes est une cité de droit latin. Droit latin, ça veut dire qu'il n'y a pas de vétérans, contrairement là aussi à une idée souvent reçue de dire il y avait des vétérans égyptiens. Alors ça, il faudra m'expliquer ce que c'est que des vétérans égyptiens dans l'armée romaine, parce que vu la qualité militaire des Égyptiens du point de vue romain, c'est pas avec ça qu'ils feraient des légionnaires. Donc, mais on a souvent dit, à cause du crocodile, bah oui, il y avait des vétérans égyptiens. Bon, pour moi, c'est absolument faux, pour la bonne raison que c'est une cité de droit latin. Et qu'est-ce que c'est une cité de droit latin? Ben, c'est une cité, justement, où tout le monde n'est pas citoyen romain. Par contre, les élites le deviennent mécaniquement. Et aussi, c'est une cité où on n'a pas installé de vétérans, parce que cette cité conserve une autonomie. Et pourquoi les Romains font ce genre de statut juridique différencié? Ben, pour justement consacrer le fait que Nîmes a été donc une alliée de Rome depuis très longtemps. Et les Romains sont très réglo, on peut dire, en affaires. Quand on est fidèle à Rome, ben, on n'a pas trop finalement à s'en plaindre. Donc deux statuts avec des droits différents, deux statuts avec deux symboles. Ben, Nîmes, je ne vais pas insister sur l'as de Nîmes, vous le connaissez bien, c'est vraiment là justement un symbole de cette autonomie, de cette faveur de Rome, une pièce qui est frappée pendant 40 ans, tout le règne d'Auguste, à Nîmes, et qui est diffusée dans tout l'Empire romain. À Arles, on a aussi une pièce majeure, une pièce maîtresse, c'est ce bouclier en marbre, c'est le bouclier d'Auguste, c'est un bouclier qui a été offert à Auguste par le Sénat de Rome, l'original était en or, et pour consacrer justement le début de ce qu'on appellera le Principat, le moment donc où Octave est devenu Auguste, et c'est le moment où on dit que nous, on
considère le passage de la République romaine à l'Empire romain. Et à Arles, cité donc romaine, colonie de droit romain, sorte de petit reflet donc provincial de Rome, eh bien le Sénat local a fait une copie de ce bouclier d'Auguste. Auguste est venu à Arles au début donc de son principat, et on a fait cette copie du bouclier donc qui évoque justement le fait que le Sénat a accordé ce bouclier à César Auguste. C'est un miracle qu'il soit parvenu jusqu'à nous. On l'a retrouvé donc il y a maintenant plus de 50 ans dans les sous-sols d'Arles. C'était un marbre comme le buste de César d'ailleurs, qui était voué à la destruction, voué à être brûlé pour faire de la chaux, pour faire en fait du ciment. Et donc on ne l'a pas utilisé, heureusement il a été retrouvé, donc maintenant il trône en bonne place au musée d'Arles. Alors on a deux territoires maintenant qui sont constitués. L'administration romaine se met en place. On va avoir là, pour les deux cités, 2 siècles de paix. D'abord, c'est le premier rapport de Rome. 2 siècles aussi de prospérité. J'ai parlé dans mon livre des 150 glorieuses. Ça fait bientôt 50 ans qu'on est dans les 50 piteuses, quoi. Après les 30 glorieuses, on est plutôt dans le côté piteux de l'économie. Ben, là, on est par contre dans une économie qui prospère. Pourquoi? Ben, parce que chaque province va pouvoir se spécialiser dans ce qui va marcher le mieux dans ses productions, sachant que ce dont qu'elle ne produit pas, elle pourra l'acheter sur le marché. Les autres provinces y pourvoient, qu'il y a des échanges qui sont constants, que la monnaie est unique, qu'il n'y a pas non plus de douane importante donc, entre les provinces, et que le fait militaire, ben, il n'est pas à l'intérieur de l'Empire, il est sur les frontières, et donc ce qui justifie très largement le fait que Rome perçoive des taxes qui sont relativement finalement légères, ce qui fait que du coup ça va durer pendant 2 siècles. Alors le territoire de Nîmes, il est assez ramassé, c'est tout le Gard actuel, plus une bonne moitié du département de l'Hérault, donc ça va jusqu'à Ballaruc, jusqu'au-delà de Sète. Il y a donc une façade littorale, mais qui n'est pas très utile, parce que c'est surtout des étangs, il n'y a pas vraiment un grand port, mis à part Latte, mais qui est un petit port. Ça sert surtout, ça peut quand même produire du sel, ça peut produire, donc il y a du poisson qui est aussi produit à cet endroit-là, et salé et séché. Donc on a donc cette façade littorale, mais surtout on a le littoral, le couloir rhodanien pour Nîmes, qui est intéressant, parce que dans toute cette région-là, on va planter de la vigne, on va avoir une viticulture extrêmement importante qui va être la grande richesse donc, de Nîmes. Du côté d'Arles, ben, la configuration est tout à fait différente. Là, on a un territoire qui est complètement en longueur, complètement écrasé. Un territoire qui est finalement pas très fertile, puisqu'on a le delta du Rhône, donc on a la Camargue, on a, qui n'est pas une terre vraiment très agricole à ce moment-là, on a la plaine de l'Accro, où on fait paître les moutons, on a le massif des Maures, mais on n'a pas de viticulture importante, encore moins de céréales importantes, et ça va donc jusqu'à Olbia, c'est-à-dire hier. On est là donc dans le département du Var, et on voit que ce territoire d'Arles va complètement envelopper ce qui reste du territoire de Marseille. Donc c'est juste un tout petit bout que les Romains ont laissé à Marseille, qui est donc une cité qui est enclavée dans le territoire d'Arles romaine. Donc 2 territoires différents, un territoire finalement assez cohérent du côté de Nîmes, il faut dire que c'est le territoire d'un peuple donc ancien, un territoire plutôt fertile du côté nîmois, et un territoire assez peu fertile, assez peu cohérent, tout en longueur, qui n'a pas non plus de cohérence par rapport au peuple. C'est des morceaux qui ont été pris au fil du temps à différents peuples gaulois opposés à Marseille par les Romains, et les Romains donc ont repris ce qu'ils avaient offert à Marseille. Donc 2 territoires différents, et qui vont avoir donc de chacun leur capitale, et qui vont se doter donc d'une nouvelle parure monumentale. Alors cette parure monumentale, il faut l'imaginer, puisqu'elle a en grande partie disparu. Alors à Nîmes, on a la chance donc d'avoir cette maison carrée, et ça c'est ce qu'il y a autour de la maison carrée, ce qu'il y avait autour de la maison carrée, c'est-à-dire un portique, c'est un lieu donc une promenade, une colonnade couverte. On a quelques bases de colonnes qui restent encore à côté de la maison carrée. On a une basilique aussi, ça fermait donc cette grande place, on est à peu près donc au niveau
de la place du square d'Antonin. Basilique judiciaire, c'est là où on rendait la justice, c'est là où il y avait toute l'administration romaine qui était en place. Et donc, même si ça c'est Jean-Claude Colvin qui représente ces vues-là, si la place est vide, en fait, il faudrait l'imaginer avec beaucoup de statues. C'est les statues des notables de Nîmes qui se sont fait faire leurs statues pour commémorer justement le fait qu'ils ont été des hommes politiques importants. Et on a retrouvé quelque chose au XIXe siècle. Je ne le connaissais pas dans cet objet-là, dans la première version. C'est un sabot de cheval. Bon, vous savez bien, c'est pas grand-chose, mais c'est un sabot d'un cheval qui est même plus grand que nature. Il est en bronze doré. Et en fait, c'est le seul vestige qu'on a d'une statue équestre d'époque romaine, qui devait trôner donc là au milieu de la place, qui probablement était à l'effigie d'Auguste. Une statue équestre qui devait ressembler donc à ça, puisque les statues équestres, on sait qu'il y en avait beaucoup dans l'Empire romain. Ah, je repars dans le mauvais sens. Voilà. Ça devait ressembler à ça. Il faudrait imaginer ça sur le forum de Nîmes, devant la maison carrée de Nîmes, c'est-à-dire une grande statue équestre avec un empereur dessus. Il n'en reste que ça, hein, c'est modeste, mais ce simple vestige permet d'imaginer cet élément de décor donc assez somptueux de la ville, qui devait commémorer justement l'alliance entre les Gaulois de Nîmes, et devenu gallo-romain à cette époque-là, et l'empereur Auguste ou ses successeurs. Alors nous, on a ça, on a ce qui est quand même exceptionnel. Nîmes la romaine donc a gardé le plus beau monument, enfin en tout cas pas le plus beau temple, puisqu'il y en avait beaucoup d'autres et des plus grands, mais le temple le mieux conservé du monde romain, ce qui nous permet donc vraiment d'imaginer un peu ce qu'était la parure monumentale de Nîmes. Alors Arles avait aussi son forum. Alors le forum d'Arles, et on le connaît par des fouilles, il y a beaucoup d'hypothèses aussi, parce qu'on ne sait pas tout sur le forum d'Arles. On sait que comme tous les forains, un forum des forains, donc il y avait plutôt donc quelque chose qui permettait de rattraper le niveau. C'est-à-dire ça permettait de mettre à niveau donc une vaste place pour pouvoir au-dessus construire donc le forum qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est en fait une sorte de fantôme du souterrain du forum d'Arles, mais c'est assez massif, c'est très, très vaste, c'est intéressant donc à visiter. Alors le temple aussi qui devait orner ce forum, on en a une idée parce qu'on a retrouvé beaucoup de fûts de colonnes, on a trouvé des chapiteaux aussi qui sont en marbre, alors que ceux de Nîmes sont dans un très beau calcaire, un calcaire du Bois des Lances, mais ne sont pas en marbre. Là, c'est vraiment du marbre qui était importé, ce qui marque sans doute la différence de statut entre Arles, colonie romaine, et Nîmes, simple colonie de droit latin. Donc, d'après la taille de ces colonnes et de ces chapiteaux, on peut suggérer qu'il y avait un temple au culte impérial, certainement, comme à Nîmes, mais qui devait être beaucoup plus gros, en tout cas peut-être un quart ou un tiers de plus que la maison carrée. Donc là, il faut imaginer là aussi ce très vaste monument qui ne nous est pas parvenu. Alors, un coup ça avance, un coup ça recule. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, on est toujours à l'époque d'Auguste,
Alors les Nîmes donc, sont déjà finalement, je pense, en concurrence, c'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois que l'une fait quelque chose, ben, l'autre essaie de faire la même chose, si possible en mieux. Alors par exemple les enceintes, les deux villes ont des enceintes, ont des murailles qui servent pas à grand chose, il faut bien le dire, on est dans la paix romaine, il faudra attendre 250 ans pour voir les prochains envahisseurs. Donc c'est des murailles qui sont là surtout pour montrer le caractère important, imposant des deux cités. Nîmes, là, sur la compétition, l'emporte très nettement, puisque la muraille de Nîmes fait plus de 6 km de long, elle entoure 220 hectares d'espace, de superficie. Celle d'Arles est plus modeste, elle n'entoure qu'une quarantaine d'hectares, donc elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus resserrée. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait l'enceinte de Nîmes, qui est la 5e plus grande dans le monde romain, elle est surtout là pour montrer qu'on arrive à Lourdes, quelque part, qu'on arrive dans un sanctuaire religieux. Le sanctuaire de la Source a été lui aussi romanisé, c'est devenu un augustéum. Là, notre fameuse Tourmagne, elle était déjà là à l'époque des Gaulois, les Romains l'ont agrandie, l'ont élevée. Il y avait certainement une statue en bronze d'Auguste qui était tout en haut, et qui signalait donc la ville et surtout le sanctuaire qui était en dessous, quand on arrive même de très loin, donc on voit encore aujourd'hui la Tourmagne. Et donc ça veut dire que cette enceinte, elle devait aussi entourer non seulement le Mont Cavalier, la Tourmagne, la Source, peut-être d'autres lieux de culte, d'autres sanctuaires qu'on ne connaît pas, qui ont disparu, mais qui expliquent qu'on a une enceinte aussi longue, aussi importante. Ça permettait aussi, et ça c'est très intéressant, de faire des taxes assez inutiles sur le plan militaire. Il faudrait des milliers de soldats, et Nîmes ne les a jamais eus. Par contre, avec une centaine de gardiens qui sont répartis sur la dizaine de portes, on peut contrôler les entrées et les sorties, prendre des taxes sur les charrettes, les bestiaux, les piétons, notamment ceux qui viennent au sanctuaire, et ça devait apporter beaucoup de ressources à la ville. Arles a une enceinte plus petite, il en reste là aussi des vestiges, on a la tour de Mourgues qui est à un des angles de l'enceinte. Une enceinte plus petite, mais du coup qui va avoir un gros avantage bien plus tard, c'est qu'elle sera beaucoup plus utilisable. C'est-à-dire que cette enceinte, elle pourra vraiment défendre la ville le jour donc où les Arlésiens en auront besoin. À l'époque d'Auguste, on a fait l'enceinte, on a fait le forum, on fait aussi un théâtre. Un théâtre qui est à la fois un lieu de spectacle, de réunion et de mise en scène du pouvoir impérial. On avait sur le grand mur de scène du théâtre d'Arles cette grande statue colossale d'Auguste. Donc en fait on assiste au spectacle, mais en même temps on est finalement, on a le pouvoir impérial sous les yeux. Et donc c'est la signification de ces monuments qui avaient une fonction à la fois sociale et politique. Nîmes avait aussi son théâtre, elle en est peut-être même deux, parce qu'on a retrouvé un petit théâtre, donc près de la Source. Celui d'Arles, c'est à peu près la même dimension que celui d'Orange, celui de Nîmes est beaucoup plus petit. Donc c'est étonnant pour une cité donc, comme Nîmes d'avoir un théâtre aussi peu important, ou plus petit que celui d'Orange. Donc certains, Jean-Claude Golvin, pensent qu'il y avait peut-être un autre théâtre, on n'a rien retrouvé, mais on peut supposer qu'il y avait un deuxième théâtre. On le voit dans certaines villes comme Vienne ou Lyon, qui avaient effectivement deux théâtres. Et donc on est à l'époque d'Auguste, et ce qui va faire la fortune de ces villes, qui commencent à devenir des petites Roms gauloises, eh bien c'est que la Narbonnaise, vous voyez, on a vu tout à l'heure la Gaule narbonnaise, tout le sud de la Gaule, donc on a Arles et Nîmes qui sont là, ben, tout ça fait partie maintenant d'un ensemble qui est complètement gigantesque. Une construction politique qui n'a jamais été aussi importante, qui va surtout aussi perdurer, parce que des empires, c'est facile à constituer, finalement, il suffit d'être un grand conquérant, mais souvent les empires ne survivent pas à leurs conquérants. Et là, c'est une configuration qui va durer pendant plus de 4 siècles. Donc on est là dans un temps long qui commence au moment donc, où les Nîmois, les Arlésiens constituent ces monuments, monumentalisent leur capitale, en font donc des petites Roms donc, à l'échelle gauloise. Et donc ça va être un grand bénéfice puisque chacune de ces provinces va se spécialiser économiquement, que la mer Méditerranée va constituer une sorte de grand rail intérieur où par la mer on va pouvoir échanger énormément de produits très différents, et donc ça va apporter de la prospérité. Des prospérités donc qui ont des bases différentes. La prospérité de Nîmes, je pense qu'elle repose sur deux bases importantes, c'est le côté religieux.
ce sanctuaire de la source va continuer à être extrêmement visité à l'époque romaine. On le sait parce qu'on a retrouvé énormément d'inscriptions, de pierres gravées où des gens remercient tel ou tel dieu pour tel ou tel bienfait qui ont été exaucés. On peut imaginer que les gens venaient dans la source, pouvaient faire des offrandes dans la source, pouvaient être finalement soignés de tel ou tel mot, pouvaient demander aussi à des oracles l'avenir, le sens de leurs rêves. On étudie beaucoup le sens des rêves à cette époque-là. Et tout ça doit amener beaucoup d'activités, de richesse à la ville. À côté de ça, c'est le vin. C'est une spécialisation viticole, notamment sur toute la bordure rhodanienne, avec des amphores qu'on appelle les amphores gauloises, et qui sont typiques de la région, de la Gaule du Sud, et qui sont là pour justement transporter ce vin. Ce vin donc, que l'on retrouve à Rome, puisque ces amphores qui ont été produites ici, on les retrouve dans les dépotoirs de Rome. Donc le vin d'ici va étancher un petit peu la soif de la ville de Rome, avec son million d'habitants, et qui est une sorte de ventre de l'Empire qu'il faut donc rassasier. Et donc ça permettra donc aux notables d'ici de s'enrichir et de faire les monuments qu'on a vus, puisque c'est des notables privés qui vont construire ces monuments. Arles, c'est autre chose. Arles reste un port fluvio-maritime à la croisée des routes commerciales. C'est-à-dire que Arles va avoir les productions de toute la Méditerranée qui viennent jusqu'à elle, et puis des productions de Gaule qui descendent et qui, elles, vont reprendre la mer à partir d'Arles. Arles, c'est un port fluvial, mais elle a un avant-port, c'est Sainte-Marie de la Mer, et donc ces deux ports sont complètement liés par le Rhône, et permettent donc de recevoir des productions de partout. Et là, c'est la grande richesse du Rhône. J'ai eu la chance donc, de travailler donc, avec Luc Long dans les fouilles donc, du Rhône, quand on a trouvé le bus de César. Mais on a trouvé d'autres choses, et Luc Long depuis très longtemps, on en trouve encore, sont les amphores. Les amphores, c'est vraiment le code-barre de l'époque. C'est vraiment, suivant la forme, suivant la texture, on sait d'où elles viennent, de quelle région elles viennent, qu'est-ce qu'elles transportent, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il y avait du vin, il y avait de la saumure, il y avait de la charcuterie, il y avait du poisson, il y avait de la lin, il y avait des tas de choses très différentes. Et comme c'est dans le Rhône, comme on est dans un milieu d'eau douce, eh bien certaines ont conservé leurs étiquettes. C'est-à-dire, vous voyez, sur celle-là, on a donc les inscriptions qui sont peintes. Dans la mer, ça ne se serait pas préservé, mais là, on peut les retrouver, donc intactes, et ça nous raconte des tas de choses. Ça nous raconte que c'est une fleur de Garum qui vient d'Antipolis, qui est excellente, vous voyez, donc on vante la qualité de la marchandise, et qui a pour propriétaire de la cargaison ce Quintus Surius Carius. Donc ça nous donne énormément de renseignements sur les flux maritimes, et Arles est une grande place finalement commerciale sur le fleuve, mais aussi terrestre, puisque Arles a cet avantage d'avoir un des très rares ponts fixes sur le Rhône, un pont flottant, mais un pont qui permet justement à la fois de traverser le Rhône donc dans l'axe est-ouest qu'on avait vu au début, et de pouvoir le remonter avec ces ponts-levis, ces ponts à bascule qui permettent de faire passer les bateaux. Il en reste presque rien, juste un tout petit massif de maçonnerie sur la rive droite. On le sait, on le connaît par contre aussi par le fait qu'on a trouvé certains éléments dans le Rhône, et surtout par une mosaïque qui est sur le port d'Ostie. Ostie, c'est le grand port de Rome, et il y avait donc là une sorte de bureau des Arlésiens, et sur le pavement de leur bureau, les Arlésiens avaient mis justement la représentation de ce pont, qui était certainement un peu l'emblème de leur ville. Donc ça prouve que les Arlésiens sont en contact avec Rome. On a d'autres traces qui montrent qu'ils sont en contact avec toutes les autres provinces de la Méditerranée, la Palestine, la Syrie, le Liban. On a retrouvé des inscriptions et des amphores qui sont un peu partout. Et donc ça veut dire qu'il y a une classe là de marchands qui étaient donc des naviculaires, c'est-à-dire des gens qui faisaient le trafic sur mer, ou des notes, des corporations qui s'occupaient du trafic sur le fleuve, et tout ça donc a généré beaucoup d'argent et permettait donc l'embellissement de la ville. Donc deux villes romaines, deux villes prospères, mais sur des bases quand même un peu différentes. Alors sur le Rhône, on peut imaginer donc à l'époque ces va-et-vient de bateaux, de chalands. Donc ça, c'est un bas-relief qui montre ça, qui nous montre des amphores, qui nous montre aussi des tonneaux, puisque les Gaulois ont inventé le tonneau et ont utilisé le tonneau à cette époque-là, même si on n'en a pratiquement pas retrouvé. Et sur des chalands qui c'est de ce genre-là, donc on en a retrouvé beaucoup au fond du Rhône, je crois qu'on en est à 17 ou 18, et il y en a un qui a été remonté, donc c'était une grande
grand pari, quoi, un grand challenge. C'est un bateau donc, qui a coulé avec sa vaisselle de bord, avec son chargement. C'était assez modeste comme chargement, c'était des cailloux. Des pierres qui venaient de Beaucaire, ou de cette région-là, et qui devaient descendre le Rhône, certainement, parce qu'on avait besoin de pierres au Sainte-Marie-de-la-Mer, puisque là on est sur du sable, et ça permettait justement de construire, ou de solidifier, de consolider des choses sur le littoral au Sainte-Marie. Donc avec une grande rame donc, derrière, une rame gouvernail, avec un poteau que vous voyez sur le devant, donc, qui permettait le halage, qui permettait de tirer donc, sur des chemins de halage. Ces très très grandes barges qui faisaient 50, 60 mètres ou plus, et qui transportaient énormément de marchandises. Autre témoignage aussi de ce commerce, Neptune. Le Neptune du Rhône, qu'on a retrouvé en même temps que César. On l'a retrouvé en 4 morceaux, hein, donc petit à petit. Au début, on avait que la tête d'un barbu, ça pouvait être Jupiter, ça pouvait être Neptune, ça pouvait être Asclépios, il y avait pas mal de barbus chez les dieux gréco-romains. Et puis après, on a trouvé une inscription, donc ça c'était très intéressant, c'était les Rinunclari, c'est-à-dire une corporation de marchands qui avait offert cette statue. Et puis il y avait derrière le genou, en fait on n'avait pas vu le genou, on avait vu surtout ce qu'il y avait derrière, un petit téros, un petit amour qui chevauchait donc un dauphin. Et donc le dauphin c'était un symbole maritime, donc ça a permis d'identifier le dieu pour ce qu'il était, c'est-à-dire Neptune, le dieu de la mer, le protecteur des marins. Pour l'anecdote aussi, vous voyez qu'il manque un bout de la jambe. Il a été retrouvé cet été, donc on a le 5e morceau, on n'a pas retrouvé la cuisse de Jupiter, mais on a retrouvé donc, le mollet de Neptune. Reste les 2 bras et le trident, mais ça arrivera un jour. Alors, on avance un peu dans le temps, on est au 1er siècle, on est vers 40 après Jésus-Christ. À Nîmes, nous, on a le pont du Gard, on a le Castellum, Divisorum, donc c'est une grande construction, un aqueduc de 50 km de long, donc quelque chose qui est extrêmement important, très très coûteux. Il faut vraiment avoir beaucoup de moyens pour construire ce type de monument. Ça pose la question justement comment on l'a financé, donc ça veut dire vraiment que la ville avait des moyens, certainement par la taxation de gens qui venaient dans cette ville et que l'on devait taxer même modérément à l'entrée ou à la sortie. Et en calculant ça, on peut dire qu'on arrivait donc à réunir les 100 millions de sesterces qui étaient nécessaires, non pas pour le pont du Gard, mais pour l'ensemble de l'aqueduc et ses 50 km. Alors ce qui est curieux, c'est qu'à Arles, exactement à la même époque, vers 40, ils font eux aussi un aqueduc. Alors ils n'ont pas le pont du Gard, mais bon, ils ont d'autres choses, on verra, qui sont intéressantes. Et l'aqueduc d'Arles, lui aussi, fait 50 km. Donc on a vraiment 2 villes qui sont face à face, et certainement qui doivent finalement connaître une sorte de compétition, chacun voulant être au niveau de l'autre. Alors si les Arlésiens n'ont pas le pont du Gard, ils ont autre chose, ils ont le moulin de Barbegal, une usine hydraulique, c'est-à-dire quelque chose complètement artificiel. Vous savez, c'est une pente, c'est adossé à une colline de calcaire. Ils ont détourné leur aqueduc pour pouvoir alimenter une cascade totalement artificielle qui met en batterie donc une succession de moulins. Donc chaque petit local, il y a un moulin, une roue qui tourne pour moudre du grain, pour faire de la farine. Donc c'est quelque chose quand même de très intéressant, c'est unique. Il y a encore, enfin il n'est pas dans cet état-là, mais il est en ruine, on voit bien les ruines. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel et qui pose la question pourquoi ils ont fait ça. Peut-être un manque de main-d'œuvre, un moment où les esclaves sont plus rares, et donc où il devient intéressant d'investir dans ce genre d'usine très complexe. Ça montre la technicité des Romains, ou des Gallo-Romains. Autre chose aussi très intéressante, c'est ces tuyaux de plomb qu'on a retrouvés dans le Rhône. Ça fait depuis le XVIe siècle qu'on en ressort du Rhône. Là, récemment, Luclon, on a retrouvé, donc qui était en place. C'est quoi? C'est un aqueduc subfluvial, c'est-à-dire que les Arlésiens avaient fait la prouesse, là aussi unique dans le monde romain, on ne connaît pas d'autres exemples, de faire un long tuyau, vous voyez la largeur du Rhône, même à l'endroit où ça se resserre à Arles. Il a fallu donc constituer un tuyau d'un seul tenant, c'est-à-dire des segments de 3 mètres qui étaient soudés l'un à l'autre, et de pouvoir poser en même temps ce long tube de plusieurs centaines de mètres, qui pèse des dizaines de tonnes de plomb, pour le mettre au fond du fleuve, pour pouvoir faire un aqueduc, que l'eau passe d'un côté à l'autre. On ne sait pas encore en fait de quel côté elle passe, dans quel sens. Je pense plutôt que c'est plutôt dans le sens rive droite, rive gauche, puisqu'on avait aussi un aqueduc côté rive droite. L'aqueduc d'Arles, il venait des Alpilles, mais on a aussi un aqueduc du côté de Bellegarde, et c'est celui-là qui alimentait, en passant sous le Rhône, donc la ville d'Arles.
À savoir qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'un, mais on en retrouve de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y avait certainement plusieurs canalisations tuyauteriques qui se succédaient sous le Rhône et qui à chaque fois demandaient certainement un travail de Romain pour pouvoir mettre en place ce genre de défi technologique tout à fait étonnant. Alors, autre chose qu'on connaît bien donc, pour les deux villes, deux amphithéâtres. L'amphithéâtre d'Arles, qui est en premier, parce qu'il date de 90 à peu près, et qui est suivi de très peu, 10 ans plus tard, vers 100, par l'amphithéâtre de Nîmes. Là encore, compétition entre les deux. Deux amphithéâtres de même nature, à peu près la même capacité, autour de 24 000 spectateurs. Bon, deux amphithéâtres tout à fait bien conservés, même si, bon, en dehors de tout le chauvinisme local, celui de Nîmes est quand même vachement mieux conservé. Oui, parce que déjà, il n'y a pas la piste n'est pas la piste d'origine. La piste d'Arles, c'est en fait le sous-sol de l'amphithéâtre romain. C'est pour ça donc qu'on a des murs qui sont beaucoup plus hauts entre la piste et les premiers gradins. Les premiers gradins en pierre. C'est-à-dire que les Arlésiens ont mis en plus des gradins en bois à l'intérieur de la piste, ce qui fait une piste plus petite. On a quand même un amphithéâtre qui est quand même un peu moins bien conservé, il n'y a pas non plus le couronnement par rapport donc à celui de Nîmes. Mais c'est deux grands amphithéâtres et ça montre vers 100 après Jésus-Christ qu'on a toujours une grande prospérité. Alors du coup, les Arlésiens ont voulu faire mieux, ils ont fait un cirque. Fait un cirque à Arles, le long du Rhône. Donc ça, c'est une vue de Jean-Claude Glodin, là aussi. Alors, un cirque, c'est rarissime. Il y a très peu de cités qui ont des cirques pour faire des courses de chars. On en faisait partout. Un hippodrome, il suffit de faire 400 mètres de long. Et après, les gradins, on peut se mettre sur l'herbe autour. Là, c'est vraiment un monument en pierre pour montrer, là aussi, la richesse de la ville. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis juste près du Rhône, pour que les marchands qui vont et qui viennent disent « Ah ben là, ça c'est une ville très importante, il faut s'arrêter ». Alors, c'est pas malin d'ailleurs de faire un monument comme ça au bord du Rhône, parce que le sol est spongieux, il est humide, donc vous mettez des tonnes de pierre là, forcément ça va s'enfoncer. Mais c'est compté sans le génie romain. Ils ont planté 30 000 pieux pour pouvoir stabiliser le sol et construire au-dessus. Alors l'avantage de ces pieux, c'est qu'ils, grâce à la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cernes du bois, qui poussent de manière plus ou moins importante suivant les années, pluvieuses ou pas, on peut déterminer, comme pour un code-barre, exactement l'année de l'abattage. Et là, c'est 149 après Jésus-Christ, donc 50 ans, grosso modo, après l'amphithéâtre de Nîmes. C'est le dernier grand aménagement connu, on peut dire que c'est peut-être un peu le bout de cette prospérité romaine. Il y aura une stabilisation après, mais on ne pourra pas aller au-delà. Au passage, question, y avait-il un cirque à Nîmes? On a une rue du cirque. On l'a pensé au XIXe siècle, on est revenu dessus au XXe siècle. Les dernières recherches archéologiques tendraient à laisser penser qu'il y avait bien un cirque aussi à Nîmes, donc la compétition est peut-être allée jusqu'au bout. Un cirque qui se serait situé donc devant les arènes, de l'autre côté de la muraille, donc à un endroit justement où on entre dans la ville pour montrer là aussi l'opulence de la ville de Nîmes. Mais cette opulence ne va pas durer encore très longtemps. Alors si, avant de passer au déclin, un mot sur les vestiges, les mosaïques, dans une ville comme dans l'autre, on retrouve les mêmes villas extrêmement riches, avec des mosaïques qui sont de qualité égale, identique. On retrouve aussi beaucoup de monuments funéraires, de sculptures qui montrent justement ces notables arlésiens et nîmois au-delà de leur vie, donc dans la mort, dans les grandes nécropoles qu'il y avait à l'entrée de ces cités-là. Donc on voit qu'il y avait une cité où des notables, des familles de notables, étaient d'ailleurs assez stables, se succédaient donc de génération en génération, et pouvaient donc consacrer donc l'embellissement au fil du temps de leurs cités respectives. Mais ça va avoir une fin. La rétractation urbaine, elle intervient dès la fin du IIe siècle. Elle est bien sensible à Nîmes, elle est peut-être un peu plus tardive à Arles. Ce que l'on voit, c'est que dans la cité de Nîmes, ça c'est les 220 hectares qui sont entourés par les murailles de Nîmes, on en avait à peu près la moitié qui était urbanisée. Et très vite, vers le IIIe siècle, IVe, on n'a plus que ces petits îlots urbains qui survivent. Un îlot autour de la Maison Carrée, un autre surtout autour des arènes. Donc vraiment très peu de choses, c'est vraiment une rétractation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faudrait toute une conférence là-dessus, sur le déclin de l'Empire romain. Mais on peut penser qu'à la fin du IIe, on a une épidémie
qui est mal identifiée. On pensait la peste, c'est plutôt la variole, mais elle tue beaucoup de monde. Et il semblerait que des villes comme Nîmes ne s'en soient pas relevées. Parce qu'on voit, quand on fait des fouilles, souvent, eh bien, on constate que la maison a été abandonnée fin 2e siècle. Et c'est un peu toujours pareil dans les fouilles de Nîmes, abandon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une destruction, il n'y a pas eu un incendie. Les gens sont partis, ils sont pas revenus. Il n'y a pas de mobilier, il n'y a rien. Après, on a enlevé les pierres, les tuiles d'abord, puis les pierres de taille, puis on a laissé les mosaïques, et on voit que la maison a été abandonnée, c'est vrai, sur pratiquement tous les chantiers de fouilles que l'on a à Nîmes. Et puis on retrouve ça, par exemple, c'était au Jean Jaurès, une statue de Neptune, là aussi, là c'est un Neptune nîmois, qui ornait une fontaine, qui a été abattue. C'est pas par hostilité au paganisme, non, c'était tout simplement pour récupérer les tuyaux en plomb qui étaient dedans, puisque c'était une statue qui ornait donc une fontaine. Et donc on voit justement, c'est le déclin de la cité, on abat les monuments, on les restaure pas, et le gros de la ville va se rétracter dans ses arènes, en faire une forteresse. C'est pour ça que les arènes de Nîmes vont échapper à la destruction et parviendront jusqu'à nous. Pour Arles, c'est un peu la même histoire. On voit qu'il y a déjà un déclin à la fin du 2e, mais ça se maintient quand même. Par contre, Arles est ravagé en 268 par les Vandales. Les invasions commencent. Elles seront finalement cycliques. C'est pas elles qui vont détruire l'Empire romain dans un premier temps. Les Vandales détruisent tous les entrepôts donc, qui sont sur la rive droite, détruisent toutes les maisons qui sont autour des remparts d'Arles. Apparemment, les remparts tiennent. C'était bien d'avoir fait finalement des remparts plus petits. Par contre, là, les villas d'Arles, on voit qu'il y a destruction. On voit carrément qu'il y a des traces d'incendie sur les mosaïques. On a détruit brutalement à cette époque-là les maisons périurbaines d'Arles. Mais Arles va se relever grâce à son fleuve, grâce à son port. Ça reste une cité importante. Elle va se relever aussi grâce à un empereur, Constantin, qui va durer assez longtemps, une trentaine d'années, qui va créer un atelier monétaire en 313. Alors c'est amusant, c'est un retour finalement un retournement des choses. Nîmes avait ses ateliers monétaires jusqu'à l'époque d'Auguste, avec le fameux As de Nîmes. Arles n'en avait pas. Par contre, au IVe siècle, alors que Nîmes s'est complètement rétracté, Arles commence à avoir un atelier monétaire qui produit même des pièces en or, et qui va se maintenir jusqu'à la fin de l'Empire romain, jusqu'au 5e siècle. Donc une résurrection, ou plutôt une restauration d'Arles. On réaménage le forum sous Constantin, il en reste juste ce bout dans une des maisons d'Arles. On va faire des constructions nouvelles, les thermes de Constantin, 4e siècle. Ça ne veut pas dire que Nîmes n'avait pas de thermes, il y en avait une dizaine, mais ceux d'Arles sont parmi les très rares thermes qui ont été conservés donc, en Gaule. Et puis donc même une basilique au début du 5e siècle, parce que le pouvoir romain va être souvent à Arles, Constantin va y passer, Constance II aussi, son fils. On va même avoir au 5e siècle une préfecture des Gaules, c'est-à-dire une capitale des Gaules qui va s'installer donc à Arles, parce que la Gaule est de plus en plus menacée par les Germains, et Arles, ça reste le point d'appui de Rome en Gaule du Sud. Donc une ville qui, sans retrouver la prospérité passée, va quand même bien se maintenir. Et puis surtout une ville qui devient chrétienne très tôt, avec une population de notables, de gens qui sont liés au pouvoir impérial, d'officiers de l'armée et administratifs, et qui commencent à devenir chrétiens, ce qui fait vraiment la grande richesse du patrimoine d'Arles. C'est sa collection de sarcophages paléochrétiens. C'est la 2e collection au monde après le Vatican, ce qui n'est pas rien. Donc c'est vraiment le symbole d'une ville romaine, d'une capitale romaine finalement un peu projetée en Gaule, à un moment justement où l'Empire romain est menacé et décline. Donc là aussi, il faudrait du temps pour expliquer tout ça, mais c'est vraiment une des grandes richesses, cette imagerie donc paléochrétienne. On voit donc là sur le sarcophage des 2 époux donc une vue par exemple de la nativité, donc en bas à gauche, la Vierge Marie, le Christ sur les genoux et les rois mages qui arrivent. Tout le reste, c'est des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, c'est le passage de la mer Rouge par les Hébreux, poursuivi par les Égyptiens. Tout ça, donc, c'est une imagerie nouvelle chrétienne qui s'inspire donc des codes iconographiques de l'Antiquité. À Nîmes, par contre, la christianisation est très tardive, l'histoire est complètement différente. Elle est surtout sensible dans les campagnes. Pourquoi? Parce que les notables ont quitté la ville, se sont installés dans les campagnes. On trouve quelques sarcophages dans le Gard, qui sont maintenant conservés à Nîmes, souvent, comme celui-là qui vient de Valbonne. Mais ce que l'on sait aussi dans l'Antiquité tardive, c'est que la source reste une source polythéiste, une source païenne, et que Nîmes va se christianiser très tard.
On a un évêque qui a attesté à Arles dès le IIIe siècle. Il faut attendre le début du VIe siècle pour avoir un évêque attesté à Nîmes. Donc là aussi, grosse différence. Nîmes, c'est finalement du paganisme qui fait de la résistance, tandis que Arles devient vraiment chrétienne assez tôt. Nîmes va aussi se fragmenter. C'est assez exceptionnel. La cité, donc, qui était assez vaste, le territoire qui était assez vaste, va se fragmenter. Uzès prend son indépendance. Maguelone va fonder aussi un évêché qui sera à l'origine de l'évêché de Montpellier, se détache. On a plusieurs petits territoires qui se détachent. Et finalement, vous voyez, en vert, c'est tout ce qui reste de l'évêché de Nîmes lorsqu'il apparaîtra vraiment, donc, au VIe siècle. À cette époque-là, la région donc, est sous domination visigothique. Nîmes n'est finalement plus qu'un poste avancé de ce nouveau royaume des Visigoths qui va s'installer là et qui va rester jusqu'en 753. Pour Arles, c'est les Ostrogoths. On voit que là, Nîmes et Arles vont être à les deux points extrêmes de deux grands royaumes barbares qui s'installent sur les débris de l'ancien empire romain d'Occident, les Francs, les Burgondes, les Visigoths jusqu'à Nîmes, les Ostrogoths, donc toute l'Italie jusqu'à Arles. Donc on a là deux destins donc, différents. Les villes se sont toutes les deux rétractées, Nîmes beaucoup plus qu'Arles. Arles, on sait que justement il y a une occupation des monuments anciens, fastueux, donc on va coller des petites maisons contre par exemple le bout du cirque, donc on va vraiment parasiter les monuments de spectacle dans lesquels on ne donne plus de spectacle dans la plupart des cas, pour justement avoir cette occupation un peu parasite qui est le symbole finalement de ce déclin de ces villes. Par contre, Arles va demeurer un port important et elle devient aussi une capitale religieuse. C'est ça qui est intéressant d'avoir fait les deux livres, mais là aussi ça mériterait une autre conférence, c'est que l'histoire de Nîmes s'arrête assez tôt. Assez tôt, on n'a plus grand-chose finalement comme source, comme indication. Pour Arles, on a quelque chose de différent, c'est qu'on a des évêques, Saint-Honorat, Saint-Hilaire au 5e, et surtout Saint-Césaire au 6e, on a conservé la boucle de ceinture de Saint-Césaire, c'est une relique. C'est des évêques qui ont laissé des écrits évidemment religieux, mais à travers ces écrits religieux, on a l'indication de ce qui se passe à Arles, de la vie à Arles, du maintien aussi du paganisme assez longtemps, et aussi du fait que Arles reste un port, et ça on le retrouve dans le Rhône, on trouve des amphores jusqu'à la fin du VIe siècle. Donc on a 1000 ans d'amphores en continu dans le fond du Rhône, ce qui montre que l'activité n'a pas décliné, en tout cas elle a toujours existé. Par contre, après 600 après Jésus-Christ, on n'a pratiquement plus rien. Arles, à son tour, s'est complètement rétractée. Elle a subi une succession de sièges assez incroyable. Arles était vraiment un enjeu depuis la fin de l'Empire romain jusqu'au début du Moyen-Âge. Elle a subi la peste aussi au VIe siècle. Et à la fin du VIe siècle, vers 600, donc 1200 ans après la fondation de Marseille, c'est Marseille qui revient. C'est Marseille qui redevient le grand port, qui redevient un peu sur le devant de la Seine, même si tout le contexte est quand même très différent, il y a un déclin global, et Arles, comme Nîmes, va s'assoupir pour longtemps, en rêvant finalement sur ces monuments et sur leur splendeur passée. Je vous remercie de votre attention. Voilà, si vous permettez, pendant une demi-heure, vous avez des questions, si possible courtes. Qui c'est le premier qui lève le doigt? La plus romaine des deux. Oh, je dirais que c'est Nîmes, et Arles, je dirais le contraire. Elles sont romaines toutes les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont, je dirais, à peu près de même importance, mais qu'elles ont deux histoires différentes. Elles ont deux statuts différents, et donc c'est deux sources de prospérité différentes. Et c'est ça qui les rend intéressantes. Elles sont deux beaux témoignages du fonctionnement, de la diversité du fonctionnement de l'Empire romain. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus romaine que l'autre. S'il vous plaît. Vous avez dit qu'Auguste est venu à Arles, mais est-ce qu'il est venu aussi à Nîmes? Oui, très certainement. Alors, Arles, on en est quasiment sûr avec cette idée du bouclier. Ce que l'on sait, ce que nous disent les historiens romains, qui s'intéressent surtout à ce qui se passe à Rome. C'est un peu comme les Parisiens aujourd'hui, hein, vous savez, au-delà du périphérique, hein,
ça les intéresse pas trop. À Rome, c'est déjà pareil, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les provinces, c'est pas très intéressant. Donc ils nous disent que Auguste et sa famille sont allés donc en Gaule du Sud, vers 27-26 avant Jésus-Christ, au moment où on met en place la Gaule narbonnaise. Donc ça, on le sait. Et après, il est quasiment certain, c'est difficile de venir faire le tour de la Narbonnaise sans passer par Nîmes et par Arles. Donc ça, c'est plus c'est une quasi-certitude. Après, ce que l'on sait, c'est que Nîmes a été lié à Auguste par le fait qu'Auguste donne les portes de la cité à Nîmes. On a ça sur la porte d'Auguste. On le sait aussi que la maison carrée est dédiée au petit-fils d'Auguste. Il y a l'As de Nîmes avec Auguste et son gendre Agrippa. Donc c'est beaucoup d'éléments qui font que la ville est très liée à Auguste et que très certainement, lui et la famille sont passés là comme à Arles. Arles où il a laissé justement là aussi ce fameux Clépéus, le bouclier. Donc oui, les deux villes ont dû voir passer Auguste, je pense même plusieurs fois, dans le sens qu'au début de son règne d'empereur, de princeps, il est allé faire campagne contre les Asturiens, les Cantabres en Espagne. Donc s'il est passé par voie de terre, ce qui est probable, on peut imaginer qu'Auguste et Agrippa sont venus plusieurs fois dans les deux villes. La population d'Arles par rapport à celle de Nîmes, le nombre d'habitants. Alors, la population des cités romaines, c'est la question qu'il ne faut pas poser, quoi. Non, parce que c'est le grand débat. Il faut bien comprendre, je dis souvent à mes étudiants, quelques-uns sont là, que c'est l'époque pour laquelle on a zéro statistique. On n'a pratiquement pas de chiffres, c'est terrible. Alors après, on est obligé de faire des spéculations. Alors souvent, on disait, c'est la capacité d'accueil des amphithéâtres, 24 000. Mais bon, le Stade de France, c'est pas non plus la population ni de Saint-Denis ni de Paris. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, et puis toutes les personnes, les habitants du cru, ne vont pas forcément au spectacle. Donc c'est pas une bonne marge. Alors moi, comme j'ai aussi un passé d'historien moderniste, j'essaie de voir un peu de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque moderne, on a des archives, des statistiques, à partir de Louis XIV au moins, et même des fois beaucoup plus anciennes. Et par exemple, Louis XIV, on a à cette époque-là, on est dans une configuration de la cité qui est à peu près la même emprise que celle de Nîmes à l'époque de son apogée. On arrive, grâce aux sources fiscales, à dire 17 000 habitants pour Nîmes. Donc je pense qu'on est dans ces secteurs-là, je dirais entre 15 000 et 20 000, et je pense que pour Arles comme pour Nîmes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le rempart de Arles est complètement pris, c'est comme un œuf, parce qu'à un moment donné, ils doivent casser leur rempart pour pouvoir mettre l'amphithéâtre. Le rempart de Nîmes est beaucoup plus grand, il n'est jamais rempli, donc au maximum on va avoir une centaine d'hectares. Donc si on compte les quartiers périurbains et les quartiers commerciaux d'Arles, on est aussi sur une centaine d'hectares. Donc voilà, je dirais qu'on est à la louche, et pour vraiment donner une ordre de grandeur, entre 15 000 et 20 000. C'est une cité moyenne. On est loin des très grandes cités comme Rome, ne parlons pas, 1 million, mais les autres grandes cités, c'est Alexandrie, Antioche et Carthage. Là, on est plutôt dans les centaines de milliers d'habitants, 100 ou 200 000. On est dans les villes peuplées du sud de la Gaule. Certainement qu'il y aura Narbonne et Lyon un peu devant, mais pas beaucoup, 25-30 000. Et donc on est vraiment dans les cités importantes. Un autre élément de référence, les deux amphithéâtres, donc Arles et Nîmes, sur les 250 amphithéâtres du monde romain connus, qui ont été construits en dur, ils arrivent en 21e, 22e position. Donc voilà, ça aussi. En fait, c'est en accumulant ce genre de références qu'on a une idée, pas vraiment de la population, mais du niveau de la situation hiérarchique des villes entre elles. Or, notre élément, c'est qu'à Nîmes, on a la plus grande collection d'inscriptions. Ça ne veut pas dire que c'est la plus grande ville, c'est l'une des plus grandes enceintes. Là aussi, c'est pas suffisamment pour dire que c'est la plus grande ville. Ça n'est pas, je pense qu'il y en a des plus grandes, mais en accumulant justement ce genre de détails, on a on va dire ce tiercé de tête, on a ce quintet de tête. Moi, je dirais pour la Gaule, probablement Lyon, Vienne, Lyon, Narbonne, Vienne, Arles et Nîmes dans un mouchoir, quoi. Donc on est là-dedans. Après, on doit tomber beaucoup plus bas, c'est-à-dire que des villes, les autres villes capitales de cité, du style Avignon, Orange, là on doit se situer plutôt entre 5 et 10 000. Donc c'est une civilisation urbaine,
certes, mais les campagnes sont aussi très, très occupées, et on n'a pas des villes gigantesques, mis à part Rome, qui est un cas un peu à part. Voilà. Oui. Alors, concernant Nîmes, j'ai toujours été étonné, enfin, qu'est-ce qui peut justifier la construction de l'aqueduc de la Fontaine d'Heure, compte tenu qu'à Nîmes, on a quand même de l'eau, bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas une œuvre de prestige, justement, à l'époque impériale? Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a beaucoup vu ça comme ça, c'est-à-dire monument de prestige. Les arènes, c'est un monument de prestige. Le théâtre d'Orange, un monument de prestige. L'aqueduc, c'est du prestige. Bon, je ne pense pas tout à fait. Pourquoi? Parce que déjà, primo, les Romains n'ont jamais imposé quoi que ce soit. S'ils veulent se faire un aqueduc, les Limois, ils se font un aqueduc, mais ils le font avec leurs sous. De dire que c'est l'empereur qui donne des sous pour faire l'aqueduc de Nîmes, ça, j'y crois pas beaucoup, parce qu'il aurait fallu en donner à toutes les cités de l'Empire, et là, les caisses de Rome auraient été vite très à sec. Donc, pourquoi faire un aqueduc très coûteux? C'est 2 millions de sesterces au kilomètre, il y en a 50, ça fait 100 millions de sesterces. Pour vous dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire un sesterce? Ben, un sesterce, pour un esclave, c'est 2000 sesterces. Donc, calculez combien on peut s'acheter d'esclaves pour faire l'aqueduc de Nîmes. Donc, ça coûte très cher. Est-ce qu'ils auraient mis autant d'argent juste pour du prestige? Je ne crois pas, parce que c'est vrai que Nîmes ne manque pas d'eau. Il y a de l'eau partout. On creuse un trou dans les anciens locaux du Midi Libre, à côté des jardins de la Fontaine, dans la cave, il y a un puits, et ce puits, il est avec une eau qui est limpide, qui doit être à même pas 1 mètre dessous du niveau de la cave. Et par les soupirons, on voit passer la route. C'est-à-dire que la nappe phréatique, elle est à 3 mètres au-dessous du sol romain. Donc de l'eau, il y en a partout. L'avantage d'un aqueduc, et ça peut justifier beaucoup de choses, eh bien, c'est de l'eau sous pression. C'est de l'eau qui est en quantité illimitée quasiment, qu'on peut dépenser. C'est de l'eau qui va apporter donc une eau saine, c'est pour ça qu'on va la chercher aussi loin, qui va apporter donc une eau sous pression et va apporter des milliers de mètres cubes d'eau, et qui va pouvoir alimenter les fontaines, donc c'est-à-dire qu'on aura de l'eau très facilement, alors carrément en direct sur quelques maisons riches, mais des fontaines, il y en a un peu partout, ce qui est déjà plus facile qu'aller puiser de l'eau dans le puits. On va avoir des thermes, et les thermes, il y en a beaucoup à Nîmes, on a retrouvé au moins une dizaine, donc des bains publics, donc ça qui demande beaucoup d'eau, et si possible de l'eau sous pression, de l'eau qu'on puisse évacuer et remplacer facilement. Si on doit remplir une piscine avec un seau, ça sera un peu longué. Là, avec une canalisation, ben, on vide et puis on remplit tous les jours. Donc il y a ça. Et puis surtout, c'est les égouts. Ça permet donc d'avoir de l'eau en quantité qui va nettoyer les égouts en permanence. Et là, c'est sur le point de vue de l'hygiène, bah, c'est un confort qu'il faudra attendre le 19e siècle, et plutôt la deuxième moitié, pour le retrouver. Quand on voit le Paris de Napoléon Ier, c'est un Paris qui est absolument infâme, parce que justement, ben, les égouts sont sur les bords des trottoirs, mais il n'y a même pas de trottoir d'ailleurs. Donc tandis qu'à Nîmes, on a des égouts souterrains qui sont en permanence alimentés par l'aqueduc. Et donc ça, je pense que plus que le prestige, c'est évidemment quelque chose qui a justifié ce grand investissement. Après, il y a aussi une question de prestige. Je pense que, je ne sais pas, on ne peut pas savoir laquelle des deux cités a eu son aqueduc en premier, qui tiennent dans un mouchoir, mais je suis quasiment persuadé que lorsque, disons que les Arlésiens ont dit, bah tiens, on va avoir un aqueduc, les Romains en ont depuis plus de 200 ans des aqueducs, eh bien les Nîmois ont dû se dire, ah bah il est temps d'en faire un nous aussi, ou inversement, quoi. Je pense qu'il y avait ça, parce que au-delà du simple prestige, au-delà du côté pratique, il y a aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un des marqueurs de la qualité de la ville, de l'importance de la ville. Avoir un théâtre, ils en ont tous. Avoir un forum, ils en ont tous. Avoir un aqueduc en 40 après Jésus-Christ, toutes les cités de Gaule n'en ont pas. Certains en ont même plusieurs. Mais il y a justement ça. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que c'est un peu entre les deux. Il y a une part de prestige, surtout par rapport aux voisins, pas par rapport à Rome, ils en ont 12, donc on ne réussira jamais à les égaler, mais par rapport aussi donc, à des questions très pratiques d'alimentation de la ville en eau, surtout pour ces fontaines. C'est quelque chose qui est utile. D'ailleurs, les Romains le disent. Il y a un texte d'un architecte romain qui dit « Regardez les pyramides d'Égypte qui n'ont jamais servi à rien. Nous, nos pyramides à nous, c'est les aqueducs. » Les Romains sont très fiers de leurs aqueducs parce qu'ils considèrent que c'est une expérience prestigieuse et utile. Donc on est là-dedans.
Oui. C'est assez inhabituel de voir deux empereurs sur une monnaie romaine. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors c'est pas deux empereurs justement, donc c'est d'un côté donc c'est Auguste à droite, qui est bon. Alors on dit empereur, là le mot est un peu trompeur. C'est, on devrait dire princeps. Bon, on devrait dire Auguste. Auguste en soi c'est un terme qui va en faire de lui donc quelqu'un qui est digne des dieux. On pourrait l'appeler aussi Caesar, c'est-à-dire qu'il a repris le nom de son père, et Caesar, ça va devenir synonyme de ce que nous on appelle empereur. D'où Tsar de Russie et Kaiser d'Allemagne. Donc là, l'empereur, de notre point de vue, c'est Auguste. Derrière lui, donc à gauche, c'est Agrippa. Agrippa, c'est son gendre, c'est son ami d'enfance. Fidèle parmi les fidèles. Si Auguste était Napoléon, ça serait à la fois un maréchal et un amiral d'empire, c'est-à-dire c'est celui qui combat finalement à la place d'Auguste, parce qu'il prétend pas être militaire. C'est lui qui remporte la bataille d'Actium, surtout, Agrippa, et c'est pour ça que sur certaines séries de l'As de Dine, notamment celui-là, on voit ce petit truc là sur le devant, c'est une couronne rostrale. C'est-à-dire c'est une couronne qui est faite avec un éperon de galère. C'est quelque chose qui commémore le fait qu'Agrippa donc était l'amiral en chef qui a remporté la victoire contre Marc-Antoine et contre l'Égypte. Donc pourquoi ils sont ensemble? Parce qu'ils sont très proches, parce que Agrippa aurait pu être un successeur d'Auguste s'il n'était pas mort longtemps avant Auguste, parce qu'Agrippa c'est aussi le gendre, c'est le mari de la fille unique d'Auguste, et c'est le père donc des petits-fils d'Auguste, donc des princes de la jeunesse, ceux à qui donc la maison carrée est dédiée. Donc c'est à la fois, c'est révélateur par rapport à Rome, on met de dos à dos les deux plus puissants personnages de l'époque, les premières frappes de 26-27, donc à l'époque ils sont tous les deux là en place, ils sont très très importants, on les met dos à dos, peut-être un peu une évocation du dieu Janus, c'est qui a Bifrons, et surtout je pense c'est lié à Nîmes, parce que derrière il y a Colnem, la colonie des Nîmois, colonie latine, et Agrippa, puis après ses fils, seront les patrons de la ville de Nîmes. Donc c'est à la fois, ça marche dans les deux sens, je pense que c'est une façon de valoriser Nîmes et sa fidélité, et Nîmes, par là, rappelle le lien personnel qu'elle entretient avec Agrippa et donc avec Auguste. Donc voilà, en fait c'est un message politique. Et on a d'autres exemples? Oui, il y a d'autres bronzes coloniaux, il y a d'autres bronzes comme ça où on a donc ces deux personnages qui sont beaucoup plus rares. On en a à Orange, à Vienne, mais ils ont été frappés en bien plus petite quantité. Après, on a quelques pièces par la suite dans l'Empire romain où on peut avoir deux personnages. C'est très rare quand même, hein. C'est quand même assez exceptionnel. Généralement, donc on a un profil qui occupe le côté face et une allégorie derrière. Donc voilà. Mais c'est quand même très intéressant l'As de Nîmes parce que ça n'a pas été juste une petite frappe locale, commémorative comme les euros du Vatican ou de Monaco. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout dans l'Empire, notamment sur le Limès. Ça a dû servir à payer une partie de la solde des légionnaires. Donc voilà, c'est quand même le fait d'avoir un atelier monétaire à cette époque-là, c'est un signe finalement de valorisation. Ceci dit, c'est un dupondus comme tous les autres dupondus dans l'Empire romain. Ça vaut un demi-sesterce ou 2 as. Donc c'est 5 euros, quoi, si vous voulez. Oui. Parce que, alors là c'est ça aussi, c'est un peu comme l'idée de la population, ça fait partie des nombreuses questions où on n'a pas de réponse, mais où on peut émettre des hypothèses. Sinon, on se condamne à pas avancer. Non, il n'y a pas eu de vétérans, mais ça n'empêche pas qu'il y a pu y avoir des alliés. C'est-à-dire, moi, ce que j'imagine, c'est mon hypothèse, hein, j'ai rien pour le garantir, mais on va dire un faisceau d'éléments qui me permettent de le dire, c'est que très probablement il y avait aux côtés d'Agrippa des Volsques arécomiques qui devaient faire partie de ces contingents d'alliés qui sont toujours aux côtés des Romains. On le sait, il y avait des allobroges par exemple qui sont cités aux côtés donc, de César dans la guerre civile. Donc eux ils ont fait leur rôle d'alliés. Ils ont pu participer donc à la bataille d'Actium peut-être, ou en tout cas à la prise d'Alexandrie, donc la conquête de l'Égypte, et ils sont revenus donc au pays en disant ben, nous on a participé à ça, ils ont fait la campagne d'Égypte comme on dit. Donc ils en ont finalement tiré donc une partie de la gloire.
Et ce qui explique donc la palme, et non pas le palmier viendra plus tard sous François Ier, la palme qui est la palme du triomphe. Ils ont triomphé sur l'Égypte enchaînée donc avec le crocodile. On voit d'ailleurs, bon, on le voit mal sur celui-là, mais à côté de la palme, il y a aussi une couronne de laurier, donc on va renforcer l'idée de triomphe, de gloire. Et donc une gloire que les Nîmois, ou certains Nîmois, aristocrates nîmois, ont voulu justement, auquel ont participé dans cette campagne d'Égypte. Il faut comprendre qu'il y a quand même une continuité donc, entre l'époque de l'indépendance et l'époque du Haut-Empire. Un exemple, c'est Agenius Macrinus, l'officier que j'ai montré sur une stèle. Agenius, c'est un nom d'origine gauloise, qui a été romanisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le musée de Nîmes, on trouve une stèle avec un nom gallo-grec, c'est Algénos, donc écrit en grec. Donc qui est très probablement, donc cet Algénos, c'est un Gaulois de l'époque de l'indépendance, qui a pu faire la campagne avec Agrippa et Auguste, qui a reçu à titre personnel la citoyenneté à ce moment-là, ou un peu après, je pense un peu après, parce que sinon ça serait appelé les Julius, et pas Agenius. Et donc Agenius, c'est le descendant de ces Gaulois qui ont toujours été du côté de Rome depuis très très longtemps. Voilà pourquoi, même s'il n'y a pas de vétérans, on a cette gloire militaire qui n'est pas étonnante pour des alliés. Oui. Oui, vous nous avez dit que Arles au début était commercial et puis Nîmes religieuse. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les dieux qui étaient vénérés à Nîmes et les endroits Alors là, par contre, c'est une question facile et je répondrai très simplement. Il les vénérait tous. C'est-à-dire qu'on trouve tout. C'est génial. C'est-à-dire que ce soit en statue, en statuette ou en inscription surtout, il y a tout. Dites-moi n'importe quel dieu du panthéon gréco-romain, ben, vous êtes sûr qu'il y est. À la fois à Nîmes, peut-être plus à Nîmes qu'à Arles, parce qu'à Nîmes on a plus de sources, mais à Arles c'était certainement la même chose. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne sont pas contentés du panthéon gréco-romain, plus des divinités celtiques plus ou moins romanisées, comme Némosus par exemple, a commencé ça, c'est typiquement les dieux locaux topiques qui ont été donc romanisés avec l'époque romaine, mais de plus en plus, et sûrement assez tôt, dès le 1er siècle après, peut-être même un peu avant, on a des dieux orientaux qui arrivent. Isis est célébré à la fois à Nîmes et à Arles, plus Mitra, plus tous les autres. Alors, Isis, c'est intéressant parce qu'on a une stèle à Arles qui parle d'un rameur d'Isis. Un rameur d'Isis, c'est quoi? On sait par de la littérature qu'il y avait des grandes cérémonies donc, au début du printemps où on mettait donc à flot un bateau d'Isis. C'est-à-dire qu'on avait construit un bateau tout neuf, tout beau, et quand la mer se rouvrait au début du printemps, on lançait un bateau et on peut imaginer qu'on mettait la statue de la déesse égyptienne sur ce bateau. Et certainement à Arles, ce rameur d'Isis devait amener ce bateau depuis Arles jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Au Sainte-Marie de la Mer, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui? On sort la Vierge Noire et on la met dans la mer. Donc ça, très clairement, c'est la continuation de rituels qui existaient donc déjà à l'époque antique. Et donc on a cette ouverture justement à ces dieux de l'Orient, aussi bien à Nîmes qu'à Arles, puisqu'on a un prêtre d'Isis, on a retrouvé sa tombe sur Nîmes, on avait certainement un temple d'Isis à Nîmes, on a même une ornatrix d'Isis, c'est-à-dire et donc il ne fallait pas un dieu qui soit jaloux et unique, qui ne voulait qu'une seule vénération pour lui-même. Donc ça s'est mal passé pour les premiers évangélisateurs, et voilà, mais pour le reste, donc il y avait tous les dieux. Si vous permettez, compte tenu de l'heure... Une dernière question. Eric, on ne t'arrêterait pas. Dernière question. Allez, dernière question. Comme étudiant, je ne peux pas le dire non. Jusqu'à quand les termes de Constantin ont-ils été utilisés? Parce que c'est quand même... Jusqu'à quand les termes de Constantin? Oui, parce qu'on les voit encore aujourd'hui. Alors on les voit. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est alors je ne sais pas jusqu'à quand ils ont été mis en place au début du IVe siècle. Je dirais probablement jusqu'au 5e siècle, à une époque, milieu 5e siècle, on a encore même des empereurs qui viennent à Arles, donc ça veut dire qu'il y a un certain niveau de confort.
plus tard, je ne sais pas, mais les thermes de Constantin ont été conservés parce qu'en fait, il y a tout un quartier palatial. C'est-à-dire qu'on a construit une Aula Palatina, c'est-à-dire un lieu de réception de l'administration romaine. Il y a ces thermes qui sont accolés, il y a d'autres bâtiments qui sont accolés. On a une sorte de cité administrative, entre guillemets, qui se met en place à l'époque de Constantin, qui va rester sûrement jusqu'à la fin de l'Empire romain officiel, 476, qui dure très probablement aussi à l'époque des Ostrogoths, donc durant le VIe siècle. Et je pense que grosso modo, ça doit être un peu comme pour Nîmes, l'aqueduc va perdurer jusqu'au 5e, 6e, après ça va s'arrêter. Ils ont conservé les thermes de Constantin, non pas en tant que terme, mais en tant que bâtiment lié à d'autres bâtiments administratifs dont on a encore des traces dans les maisons environnantes. Donc voilà. Il aurait été réutilisé pour une autre fonction alors? Oui, voilà, comme pour la Maison Carrée, c'est ce qui a sauvé ces bâtiments-là, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur fonction initiale, mais pour des hasards, pour des raisons qui nous échappent, on ne les a pas démontés, parce qu'à Nîmes, parce qu'on avait trop peu de monde pour avoir besoin de construire d'autres choses avec les pierres de la Maison Carrée. À Arles, parce que c'est fait en briques et en petits moellons, donc il n'y avait pas grand-chose à récupérer, donc on a conservé le bâtiment, et ça a dû, comme pour la Maison Carrée, servir à tout et un peu n'importe quoi. Mais au moins, c'est parvenu jusqu'à nous. Si vous permettez, on va arrêter là la conférence de ce soir.